Bonjour, je vais parler du crossover annuel de la CW, Elseworlds. Au début, je voulais faire une vidéo par épisode, puis ça ne s'est pas fait, la semaine a été assez chaotique, après c'était les vacances. Donc là, au retour des vacances, je m'y remets un peu difficilement, mais il faut quand même que je parle du crossover, là, je peux pas faire autrement. Globalement, j'ai passé un très bon moment devant le crossover. C'était pour moi des crescendo, c'est-à-dire Flash ça allait très bien, Arrow ça allait aussi pas mal, il y a quelques petits détails. Supergirl c'est là où il y avait le plus de défauts et de problèmes. Bon, à la fin ils se rattrapent parce qu'ils annoncent Crisis on Infinite Earths, et du coup voilà, rien que l'annonce pour moi ça rattrape un peu tout ça et ça hype pour évidemment le crossover de l'année suivante. Quelques problèmes avant de faire épisode par épisode, je pense quelques problèmes. Déjà le manque de temps. 3 épisodes, c'était quand même assez juste pour traiter tout ce qu'ils voulaient faire. Bon, une de mes inquiétudes, c'était est-ce qu'ils avaient présenté l'Anti-Monitor? Parce qu'en 3 épisodes, ça me paraissait impossible. Et oui, en 3 épisodes, voilà, c'était pas possible. Ils l'ont pas fait. Ils gardent ça pour le crossover suivant. Ils annoncent la menace, mais il me semble qu'ils prononcent même pas le nom de l'Anti-Monitor. On sait qu'il y a une menace. Ceux qui connaissent savent que c'est l'Anti-Monitor. Mais on le verra seulement dans le... Alors, soit dans le prochain crossover, soit peut-être... on aura peut-être du teasing avant, comme on a eu un peu de teasing là pour le Elseworlds. Sinon, il y a un problème qui est un peu ambivalent, c'est les références aux comics. Il y a pas mal d'éléments qui sont là uniquement pour faire référence aux comics. Et du coup, ils sont pas forcément très bien intégrés dans le récit, dans la narration. Et quelqu'un qui connaîtrait pas, je suis pas sûr qu'il comprenne pourquoi il y a tel ou tel personnage. Il y en a que quelques-unes, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui connaîtrait pas du tout. Je suis pas sûr qu'il les comprenne tout à fait. Sinon, un autre point négatif sur lequel je reviendrai, c'est Digan, donc le méchant qui est pas vraiment exploité en fait. Ce qui nous intéresse plus, c'est le Monitor. Et on en voit peu, mais c'est pour entretenir le mystère. Et ce qu'on voit du Monitor, moi, ça me donne plutôt envie de continuer, justement. Digan, on connaît un peu son objectif, c'est qu'il veut devenir un super-héros. Enfin, d'ailleurs, est-ce que il veut être un héros ou est-ce qu'il veut juste la reconnaissance qui va avec? Je pense plutôt que c'est le deuxième, hein, parce qu'en plus, au début, on le voit qu'il se fait humilier en public, donc, et je pense il cherche la reconnaissance. Je pense qu'il cherche la reconnaissance qui va avec le fait d'être un super-héros et pas tellement le fait d'être un super-héros. Par contre, ça fait quelque chose d'intéressant, c'est à la fin les héros mettent en danger des civils pour gagner du temps contre lui. Ça crée un truc intéressant quand même sur le retournement des deux. Et sinon, avant d'aborder chaque épisode un par un, je trouve aussi, comme ils ont changé l'ordre des épisodes, je trouve que le ton de chaque série est quand même plutôt respecté. C'est-à-dire qu'on comprend pourquoi ils ont changé l'ordre des épisodes en les voyant. Flash, c'est le côté plus humoristique, où on introduit la situation. Ensuite, il y a Arrow, c'est là où on a introduit Gotham City, donc je veux dire, il y avait une évidence là en même temps. Et Supergirl, c'est là où il va y avoir plutôt le côté gros combat de super-héros, et du coup, résolution, voilà, le côté vraiment plus super du super-héros. Attaquons épisode par épisode, je pense que c'est le plus simple. D'abord Flash. Déjà c'est lui où pour moi l'humour a le mieux fonctionné avec l'échange de corps, avec il y a plein de trucs qu'on pourrait tirer. Il y a le running gag des crossovers de Iris qui en pince pour Oliver, avec là le truc en disant je suis désolé mais t'es pas du tout mon type. Il y a Barry qui s'amuse à être le Green Arrow jusqu'à ce qu'il se rende compte que Oliver s'est réveillé avec Iris, et là bizarrement ça l'amuse beaucoup moins. Donc, voilà, il y a ça. Ensuite, d'ailleurs, cet échange de personnalité, ça tourne sur quelque chose qui est peu exploité, d'où le problème du temps. C'est le fait qu'ils doivent se mettre littéralement dans le corps de l'autre, ils doivent vraiment se glisser dans la psyché de l'autre pour utiliser leur pouvoir correctement. Avec Oliver qui doit apprendre à lâcher prise, comme Flash, et Barry qui doit apprendre à utiliser ses émotions négatives, comme Oliver, comme Green Arrow. Et c'est très peu exploité, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode de Flash, il y a Iris qui lui sort « Il faut pas que tu deviennes comme Oliver », juste parce qu'il a sorti 3-4 one-liners d'Oliver, You failed this city ». Dire ça à un robot, je vois pas comment... Enfin, voilà, c'est pour la phrase iconique de Green Arrow, hein.
Et tout de suite, Iris, il faut pas que tu deviennes comme Oliver. C'est un peu rapide. Mais aussi de façon, voilà, c'est le problème du temps. Hein. Pareil, l'équipe de Flash qui réagit très vite quand même. C'est-à-dire qu'ils ont habitude. Ils ont vu en tout cas des voyageurs temporels, des réalités alternatives. Il y a eu des échanges de corps, des échanges de pouvoir, ce genre de choses. Ils ont vu plein de trucs bizarres. Et là, leur réaction quasiment instantanée, c'est ils doivent être fous. Et là aussi, pareil, il n'y a pas assez de temps. Ils n'ont pas assez de temps pour tout développer. Donc, la décision de l'équipe est un peu rapide. En même temps, c'est que le crossover est un peu rapide. Et du coup, oui, sur l'échange de corps, il y en a encore quelques traces dans Gotham, avec notamment le petit combat à la fin, mais je viendrai quand je parlerai de Gotham. Mais après, déjà après, on change de Elseworlds. Mais en fait, c'est très peu traité. C'est-à-dire que là, ils en parlent un peu dans cet épisode, ils l'abordent rapidement, puis finalement, on expédie ça. C'est vrai, à la fin, il y a une scène où ils discutent ensemble pour montrer que du coup, l'un l'autre, ils se comprennent mieux maintenant qu'ils ont échangé. Mais voilà, c'est un peu rapide dans le tout, on va dire, dans le crossover. Ensuite, donc, ils s'échappent, ils vont sur la Terre 2, où ils trouvent Supergirl et Superman. Alors là, ça fait plaisir, mais comme plein de petites références, ça fait plaisir, c'est très court. Mais avoir la grange de Smallville avec le générique de Smallville, ça fait plaisir. Voilà, Smallville, ça a eu des hauts et des bas. Mais bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont grandi avec. Enfin, moi, en tout cas, j'ai quasiment grandi avec les hauts et les bas, hein, mais voilà, pour le meilleur et le pire. Et du coup, ça fait plaisir de revoir le générique. On avait déjà eu un petit aperçu avec la Terre 90 où il y avait pas mal de costumes de super-héros qui laissaient sous-entendre que c'était peut-être la Terre Smallville. Sans doute que non, hein, mais voilà, les costumes étaient faits pour. En plus, on nous avait dit à l'avance qu'il y aurait plein de petites références à Smallville, et c'est le cas. Pas qu'à Smallville d'ailleurs. Hein. Et du coup, ils sont là, ils s'entraînent à utiliser les pouvoirs l'un de l'autre. Puis ils sont rappelés pour affronter Amazo. Donc le robot sur le poster, c'était pas l'Anti-Monitor, heureusement. C'était Amazo. Voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. C'est truc classique, c'est le combat pour montrer qu'ils réussissent à maîtriser les pouvoirs l'un de l'autre. Alors il y a Superman qui débarque et qui finalement se rebarre tout de suite après. C'est un problème de Superman, mais c'est en fait, ils ont pas envie que Superman vole la vedette à Supergirl, je pense. Le problème, c'est que ça devient l'inverse, du coup. C'est Superman qui n'est qu'un faire-valoir de Supergirl. Et jusqu'au bout. J'y reviendrai puisqu'il réapparaît que dans le 3e épisode, mais c'est vrai que Superman sert de faire-valoir à Supergirl. Et il y en a que ça dérange énormément, ce que je peux comprendre. Hein. Moi, si Batman servait de faire-valoir à Batwoman ou à Robin, hein, par exemple, ça m'énerverait vraiment. Donc, je peux comprendre que ça en énerve certains. Donc voilà, combat de Amazo. Alors, il y a un truc ici, c'est vraiment un petit détail, hein, c'est pour chipoter, mais sur la vision de Amazo, donc on voit, il y a des pop-up qui apparaissent sur les méta-humains. Bon, alors déjà, il y en a un sur Supergirl et Superman. Techniquement, c'est pas des méta-humains, c'est des Kryptoniens, mais admettons, hein, ils ont des pouvoirs. Par contre, il y en a un sur Barry qui est en Green Arrow. Et c'est pas logique, parce que c'est pas un méta-humain. C'est un tout petit détail, hein, mais c'est vrai que pourquoi il y a 4 méta-humains alors qu'il y en a que 3 méta-humains en fait. C'est-à-dire techniquement il y en a qu'un seul, mais on va dire qu'il y en a 3. En fait, je vois pas comment un Amazo pourrait être programmé pour copier les pouvoirs des Kryptoniens, mais on va accepter. Hein, mais dans un univers où personne ne sait que les Kryptoniens existent, pourquoi est-ce qu'il serait programmé pour copier les pouvoirs des Kryptoniens? Ça fait pas trop sens. Mais on accepte. Ensuite, donc deuxième épisode, Vibe a pu voir le Monitor donner le livre à Digan. Ce qui d'ailleurs soulève une question finale, d'ailleurs, pourquoi est-ce que le Monitor a choisi Digan en particulier? Ça s'est jamais expliqué. On comprend pourquoi il a donné le livre à quelqu'un, pour qu'il y ait une menace et que ça fasse un test pour les héros, donc il a choisi quelqu'un qui provoquerait une menace pour eux. Pourquoi Digan? Qu'est-ce qui fait dans Digan que Monitor a pensé que ça serait un bon test pour les super-héros, en fait? D'ailleurs, j'y reviendrai, mais son test, on ne sait pas précisément ce qu'il cherche. On sait qu'il veut des héros, mais on ne sait pas précisément vers qu'est-ce qu'il cherche dans ces héros précisément. Bref, Vibe a pu voir qu'ils venaient de Gotham City, donc ils y vont. D'ailleurs, la tempête rouge les suit. Non, d'ailleurs, justement, la tempête rouge les a suivis de Star City, de Central City à Star City.
Par contre, elle les suit pas à Gotham City. Parce qu'on dit qu'elle les a suivis, mais elle les suit pas à Gotham City. Après, comme c'est Flash qui essaie de traverser le portail, peut-être que voilà, comme il a vu l'équipe, il essaie de traverser à cet endroit-là, vu qu'il y a l'équipe qui essaie de l'aider à traverser. On va dire que c'est ça un peu le truc. D'ailleurs, puisque j'y suis sur Flash 90, il sert à rien en fait. C'est dommage. Parce qu'il nous l'avait teasé, il nous tease son arrivée et tout. En plus, dans chaque saison, il nous l'avait teasé en fin d'épisode. Et il sert strictement à rien. Puisqu'il dit à l'équipe qu'il faut chercher un livre, mais à la rigueur, en fait, Vibe, il aurait pu le savoir, vu qu'il l'a vu, la scène. Donc même ça, c'est pas utile au groupe. Et quand il débarque et qu'il fait l'exposition sur le monitor, ben en fait, on s'en fout, puisque le monitor, il apparaît physiquement. Donc il n'y a plus besoin de faire d'exposition sur la menace et le monitor et tout. Il apparaît et il parle directement au héros. Donc il est plus utile en fait le Flash 90, et tellement plus utile que tout de suite il disparaît. En fait la seule chose à laquelle il sert, c'est montrer que la menace est plus grande que juste cette Terre, et que le Monitor est quasiment invincible. En tout cas pour eux. Parce que même Supergirl et Superman, je pense qu'ils peuvent rien faire contre lui, surtout que leurs pouvoirs ils sont diminués par rapport à ce qu'ils sont dans les comics. Donc voilà, la seule utilité c'est de montrer que le Monitor, on peut pas lui taper dessus. Alors ça c'est un truc que j'aime bien, par contre, voilà, c'est pas un ennemi sur lequel on va taper pour réussir à résoudre le conflit. Il faut entrer en discussion avec lui. Et c'est d'ailleurs ce que fait Oliver à la toute fin. Sinon, l'épisode, c'est essentiellement la présentation de Gotham City. Ce qui pose un tout petit problème d'ailleurs, c'est parce que il y a un problème de temps de toute façon dans le crossover. Et là, il y a beaucoup de temps qui est dévoué à présenter l'univers de Gotham City sans que ça serve vraiment. C'est vraiment là pour nous teaser l'arrivée de Batwoman. Alors le pilote a été commandé, donc je pense qu'on aura la série l'an prochain si tout se passe bien. En plus, j'imagine que comme ils l'ont mise dans ce crossover, ils comptent la réutiliser pour le crossover suivant. Parce qu'en plus à la fin, c'est elle qui appelle Oliver pour lui dire que il y a peut-être un problème avec Deegan à Arkham. Donc j'imagine qu'elle va être réutilisée, ce qui d'ailleurs offrira un épisode de plus au crossover pour s'étendre davantage et prendre un peu plus de temps. Et voilà, il y a plein de... Alors ça fait plaisir les petites références dans Arkham, les noms sur les cellules et tout. Mais après, ça utilise beaucoup de temps pour pas grand chose au final et c'est pas très utile. Sinon, Batwoman en elle-même, ça donne plutôt envie de la suivre. On n'en voit pas tellement après, ça c'est un peu dommage. Il y a quelques scènes entre Batwoman et Supergirl ou entre Kate et Kara d'ailleurs, où on apprend notamment une chose très importante, que Batman existe à la fois dans cet univers. J'ai bien aimé le côté, c'était une légende urbaine. Parce que c'est soit un truc qui est utilisé dans les comics pour justifier qu'il y en a certains qui ne croient pas à Batman, sauf que ça marche pas dans les comics parce que on le voit publiquement avec la Justice League, donc c'est pas logique. Mais là, dans cet univers, on nous dit clairement que Batman est le premier vigilante avant Oliver, ce qui d'ailleurs l'énerve un petit peu, mais bon. Et ce côté légende urbaine, j'aime plutôt pour Batman. Et on apprend surtout que Batman existe sur la Terre de Kara. En plus, il a une relation avec son cousin, puisqu'elle dit que son cousin, justement, a une relation, Superman et Batman ont une relation, et Batman ont une relation d'amitié sur son monde. Donc Batman existe dans la série Supergirl. Je pense que ça servira jamais, mais Batman existe dans la série Supergirl. C'est une information. Sinon, voilà, on en voit très peu, même quand elle est dans Batwoman, elle tombe sur la bagnole, elle balance un batarang, en plus elle est plutôt statique. Et après, les deux, Oliver et Barry qui se tapent dessus, elle leur fout un coup à chacun et c'est bon. Son rôle, il s'arrête là. Ce qui fait que d'ailleurs, on sait toujours pas exactement quel genre de Batwoman on va avoir. C'est comme Batman, il y a des versions de Batman où il a très peu de gadgets, il y a des versions de Batman où il utilise ses gadgets à fond. Quelle version de Batwoman on va avoir? Comment est-ce qu'ils vont la traiter? Je pense qu'elle aura son grappin au moins, puisque Oliver, il utilise bien des flèches grappin, donc je vois pas pourquoi elle aurait pas son grappin. Donc, on verra sur tous les gadgets qu'elle peut utiliser, quel est son style de combat et tout. Ça m'intéresse à voir. Aussi, la série Batwoman, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir quels sont les personnages qui vont être dedans. Parce que cette version de Batwoman, elle a été introduite dans la série 52, que je conseille à tout le monde. Elle est géniale. Qui a 52 numéros, comme son titre l'indique. Qui introduit qui utilise plein de personnages qui sont peu connus du grand public, on va dire ça. Avec Booster Gold, notamment Black Adam avec un arc génial de Black Adam, et René Montoya entre autres avec Question. Et pourquoi est-ce que René est importante? Parce que c'est l'ex de
Kate justement, donc de Batwoman, et c'est par l'intermédiaire de René Montoya qu'ils ont réintroduit le personnage de Batwoman dans l'univers d'ici comme ça. Et du coup, moi, une des questions que je me pose dans la série Batwoman, est-ce qu'il y aura René Montoya? Moi, c'est un truc que j'attends, parce que dans la série Gotham, où il y a eu René Montoya, mais bon, on va oublier qu'elle a existé, hein, parce que de toute façon, elle était complètement oubliable, donc on va la mettre de côté. J'espère vraiment qu'on aura une René Montoya là-dedans, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui en plus a des liens avec plein de personnages que j'aime, Question notamment, dont j'aimerais vraiment avoir une adaptation live. D'ailleurs, il doit revenir dans les comics, parce qu'ils avaient fait une version de Question un peu mystique, qui marchait pas vraiment. Et aussi, René Montoya a une relation très intéressante avec Double Face. Donc ça aussi, ça serait intéressant d'avoir peut-être Double Face dans la série, parce qu'on voit qu'il y a plein de, justement dans Arkham, on voit qu'il y a plein de super vilains de Batman, ce qui peut poser un problème paradoxalement à la série Batwoman. Et je me demande si c'est pas la Warner ou DC, je sais pas exactement qui impose ces décisions, qui a fait ça, parce qu'on voit les noms, mais on voit pas les criminels. Et ça pourrait être une astuce de scénariste pour dire, vous voyez, tous ces criminels, ils existent, mais comme on n'a pas le droit de les utiliser, ils sont à Arkham. Parce que le problème, c'est que ils sont tous à Arkham. Donc, il n'y a pas de raison qu'on les voit. Enfin, sauf le fait que la sécurité de Arkham, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, une des premières conneries de l'épisode, le médecin a un gros bouton rouge dans son bureau qui ouvre toutes les cellules. Alors oui, la sécurité de Arkham, c'est n'importe quoi, mais là, c'est n'importe quoi quand même. Et d'ailleurs, Flash réussit à capturer tous les détenus en quoi, moins d'une minute. Ce qui d'ailleurs, mais ça, j'en ai déjà parlé, ça pose un problème sur la gestion des pouvoirs de Flash, où il y a plein de fois on se dit, mais vu ta vitesse, tu pourrais régler ça en une seconde. Et parfois on le fait parce que on n'a pas le temps, donc il faut qu'il aille vite. Et parfois on le fait pas parce que justement, il faut utiliser du temps. Il faut temporiser, donc c'est un peu pénible. Voilà. Il y a du coup Flash et Green Arrow, Barry Oliver qui s'affrontent avec la toxine du Scarecrow. Bon, le combat en vrai il devrait pas marcher parce que il y en a un qui croit affronter un speedster, donc normalement il utilise ses pouvoirs à fond. L'autre il croit affronter un humain, donc normalement il devrait se faire défoncer. Parce qu'il y en a un qui utilise ses pouvoirs, pas l'autre, donc normalement il devrait se faire défoncer. Mais bon, on va accepter, c'est le côté plutôt, c'est pour qu'ils se mettent dans la peau l'un de l'autre et qu'ils comprennent aussi leur part sombre. Même si Oliver, sa part sombre est un peu plus évidente, mais voilà, qu'ils comprennent un peu mieux l'un l'autre, d'où d'ailleurs la scène finale où ils discutent ensemble, pour montrer qu'ils se sont un peu mieux compris maintenant qu'ils ont échangé leur point de vue, littéralement. Bon, là, pour moi, il y a un petit défaut avec Batwoman, c'est qu'elle arrive, elle fout un taquet à chacun, et c'est bon, ils reprennent leurs esprits. Moi, j'étais convaincu qu'elle allait analyser qu'elle allait regarder le truc, voir que c'est le gaz de Scarecrow, et sortir un truc pour montrer qu'elle est préparée, en fait, à chacun de ses ennemis. Que comme Batman, qui est prêt pour chacun des ennemis qu'il affronte, elle aussi, avant d'aller à Arkham, elle s'était préparée pour affronter chacune des menaces qui est présente. Et apparemment non. Un taquet à chacun, ça a suffi à leur faire reprendre leurs esprits. Comment ça marche exactement? Parce qu'il limite que Flash reprenne ses esprits rapidement, il y a une logique avec le fait que son métabolisme est plus rapide. Du coup, l'alcool fonctionne pas sur lui, par exemple, donc il y aurait une logique à ce que le gaz du Scarecrow ait moins d'effet sur lui que sur d'autres. Mais bon, voilà, hein, on va passer là-dessus. Sinon, il y a quelque chose qui peut être utilisé pour la série Flash, je suis pas sûr, mais c'est Nora Freeze. Parce que je me suis demandé, déjà quand j'ai vu tous les détenus libérés, je me suis demandé si c'était pas justement pour préparer la série Batwoman, avec l'idée que tous les fous de l'asile se sont libérés, et les criminels de l'asile se sont libérés, et du coup dans la série Batwoman, elle aurait affaire à toute la galerie. Parce que le problème c'est que comme ils sont tous à Arkham, ils peuvent pas les affronter. Ou alors il faudra qu'ils se libèrent encore, et très vite ça peut devenir ridicule, hein. C'est ridicule dans les comics quand ils se libèrent 15 fois d'affilée, c'est débile. Ça serait débile dans une série en fait, qui se libère 15 fois dans la série, au bout d'un moment on en aurait marre, je pense. Donc je pense quand même que les ennemis qui sont dans des cellules d'Arkham, je suis pas sûr qu'ils les utilisent vraiment. J'ai un petit doute là-dessus, j'espère, hein, parce que par exemple il y a Gueule d'Argile, hein, Basil Carlo, enfin il y en a plusieurs Gueules d'Argile, mais notamment il y a lui, qui a été utilisé dans les comics récemment, donc il pourrait peut-être l'utiliser. Il y a Cobblepot, c'est quand même un personnage utile. Voilà, on va voir exactement ce qu'ils en font, mais bon. Sinon oui, j'étais sur Nora Freeze,
Parce que Nora Freeze, on a introduit le Victor Freeze dans la série Flash. Et là, Nora Freeze, elle affronte Caitlin, qui est liée à Icicle, qui est celui qui a introduit Victor Freeze. Donc je me demande si Nora, elle est pas là pour justement être utilisée dans la série Flash et pas dans la série Batwoman. Parce qu'elle s'enfuit avec son pistolet de froid. Est-ce que elle va pas être intégrée dans l'histoire entre le père et la fille, Icicle et Caitlin? On verra, mais comme les deux personnages s'affrontent, qu'en plus ils ont des pouvoirs semblables, et du coup Nora voit qu'elle résiste un peu au fusil à froid, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose et que ça aura lieu dans la série Flash. On verra. Je vais passer du coup au dernier épisode, Supergirl. Donc là, pour moi, il y a pas mal de choses qui ne marchent pas. Notamment la relation Alex-Kara, qui n'a pas de sens à plein de niveaux, non seulement parce que ce n'est pas l'Alex de sa Terre, donc il n'y a aucune raison qu'elle ait des souvenirs similaires ou même qu'elle se comporte de façon similaire. Ensuite, elle a été modifiée par le livre de Digan. Donc les deux ensemble, tu te dis pourquoi est-ce qu'il y a une relation Kara-Alex? C'est peut-être pour montrer que leur relation, elle transcende les trucs et tout, mais et surtout Alex c'est pas nécessaire du tout au récit en fait. Parce que Alex, c'est elle qui doit faire en sorte que Supergirl ne s'échappe pas. D'ailleurs, on voit Supergirl qui essaie de s'échapper et Alex qui l'en empêche. Et du coup, à la fin, c'est Alex qui aide Supergirl à s'échapper. Donc en fait, on ajoute les deux, ça fait somme nulle. Ça s'annule. Donc en fait, son personnage est inutile. Ou peut-être le fait de savoir qu'elle existe sur cette terre sera peut-être réutilisé plus tard. On peut toujours espérer qu'ils aient bien préparé leur truc et que s'ils l'ont introduite là, c'est parce qu'elle sera réutilisée. Parce qu'il y a des personnages, il y a des humains qui n'existent pas d'une terre à l'autre. Donc là, au moins, on sait que là, Alex existe sur cette terre-là aussi. Est-ce que ça sera réutilisé? Sinon, il y a le nouveau Elseworlds qui est utilisé dans le 3e épisode, qui pourrait être intéressant, mais qui est expédié du coup, parce qu'il n'y a plus qu'un seul épisode, donc on expédie ça vraiment... Et du coup, en plus, c'est même pas tout l'épisode, c'est qu'une partie de l'épisode, parce que très vite, ils reprennent leur pouvoir et tout, donc c'est un petit peu dommage, ça aurait pu être un peu plus intéressant que ça. Et on fait revenir Superman, puisque il faut affronter un Superman, donc on affronte le feu avec le feu, on fait revenir Superman, qui explique que apparemment il saurait se servir du livre. Alors pourquoi? Et pourquoi aussi d'un coup le livre il modifie pas la réalité instantanément? Parce qu'à chaque fois on a vu qu'il modifie la réalité quasi instantanément. Et là maintenant non. Et pourquoi? Parce que ça est pratique en fait. C'est juste ça, c'est que s'il modifie la réalité instantanément, oui en fait les héros ils peuvent le vaincre. Et que inversement, si avant il avait pas modifié la réalité instantanément, les héros ils s'en seraient rendus compte. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il la modifie pas instantanément. Parce que sinon les héros s'en seraient rendus compte. À la rigueur, pendant la première, ils dormaient peut-être, mais pendant la deuxième, ils auraient dû s'en rendre compte qu'il y avait des modifications. Et non, instantanément, ils sont dans le nouveau Elseworlds. Donc il y a une facilité scénaristique là-dessus, mais acceptons les choses. D'ailleurs, il y a pas mal de questions sur ce livre et sur ses pouvoirs. J'ai l'impression, tel que c'est présenté, qu'il n'agit pas du tout sur les personnes venues d'une autre terre. C'est-à-dire, il agit pas sur une autre terre, il agit même pas sur ceux qui viennent d'une autre terre. Parce que clairement, sur Supergirl, il aurait pu aussi la modifier. Non, il la garde, il l'emprisonne. Il aurait pu lui enlever ses pouvoirs et tout. Apparemment, non. Apparemment, il ne peut pas. Donc c'est intéressant. Et aussi, ça lui donne apparemment les connaissances uniquement de son univers. Puisqu'il a pas l'air d'avoir les connaissances, il a l'air... il a pas l'air de savoir précisément qui est Supergirl. Il sait ce qu'il a vu, il connaît Superman parce qu'il l'a vu, mais il connaît pas tout de leur monde. Donc apparemment, le livre, ça lui donne les connaissances uniquement de son univers à lui. Et je me demande en fait s'il n'y a pas le Monitor aussi derrière tout ça, parce que il a choisi Digan. Alors, il y a un truc intéressant, c'est le fait que le livre est trop puissant en fait, et même Digan n'est pas capable de l'utiliser. Alors, ça permettrait de justifier un peu le choix de Digan, c'est que tout le monde peut pas utiliser le livre, et Digan était peut-être l'un des rares qui était capable d'utiliser le livre. On va supposer que c'est ça la raison principale de son choix, c'est qu'il y avait peu de candidats, et parmi les peu de candidats, c'est lui qui a été choisi par Monitor. On va accepter les choses comme ça. Mais je pense que Monitor est derrière ça parce que il y a aucune raison, a priori, qu'il n'y ait que Barry et Oliver qui se souviennent de la réalité. Il n'y a aucune raison que ce soit ces deux-là. Et je me demande en fait si c'est pas le Monitor qui a fait en sorte même que la première modification foire,
parce qu'on dit que c'est Digan qui maîtrise pas bien le livre, mais je me demande si c'est pas le monitor qui était un petit peu derrière tout ça, parce que son but c'est de les tester. Du coup, s'ils sont pas conscients que leur réalité a changé, ben ils peuvent pas être testés, donc il faut qu'ils soient au courant. Mais en même temps, c'est jamais évoqué clairement. Mais je pense que le monitor a quand même un truc à jouer là-dedans, parce que c'est son livre après tout, donc il doit avoir une certaine maîtrise. Je veux dire, ne serait-ce que pour que ça se retourne pas contre lui. Après, je vois difficilement comment ça se pourrait se retourner contre lui, mais enfin si quelqu'un qui utiliserait le bouquin pour créer une armée de kryptoniens, un truc tout con d'ailleurs, hein, si tu veux affronter l'anti-monitor, tu utilises ton bouquin, tout le monde sur la planète, ça devient des kryptoniens. Et là, je te garantis que tu as une très bonne armée pour aller affronter l'anti-monitor. Hein. Mais bon, voilà, ils y pensent pas. Et puis, la discussion Oliver-Monitor laisse suggérer que ce qu'il veut, c'est pas de la force brute. Parce qu'en effet, sinon, Flash et Oliver, c'est pas forcément les mieux placés en termes de force brute. Hein. En plus, on sait qu'il y a plein de terres alternatives. Voilà, il y a des terres avec des Superman. Tu vas chercher des Superman de partout, en fait. Si tu veux vraiment de la puissance de frappe. Mais on sait pas précisément ce qu'il veut. Il a l'air de chercher certaines valeurs héroïques, mais précisément, et pourquoi il cherche ça précisément, c'est pas tout à fait clair, mais comme on sait pas exactement quelle est la menace de l'anti-monitor dans cette adaptation-là, on sait pas précisément ce qu'il veut. Mais c'était intéressant d'avoir une discussion Oliver-Monitor à la fin, parce que Digan, en tant que méchant, en tant qu'antagoniste, il était pas terrible. Le Monitor est un peu plus intéressant en termes d'antagoniste, mais il est pas très développé non plus. C'est un peu dommage, j'aurais aimé qu'il le pousse davantage, mais on a une bonne scène de discussion Oliver-Monitor qui est un peu cryptique à la fin parce que j'ai l'impression que Oliver a passé une espèce de marché avec le Monitor, mais on sait pas précisément ce que c'est, puisque le Monitor lui dit qu'il doit y avoir un prix à payer pour établir l'équilibre, ce qui n'aura pas de sens, hein, parce que juste il arrive, il prend le bouquin, mais bon, voilà, c'est comme il se présente comme un dieu, tu peux pas trop le critiquer. Alors il y a aussi le fait qu'il dit à Oliver que c'est le seul, je crois, il dit même que c'est le seul à oser comme ça le confronter. Mais on sait pas combien de terres le Monitor a parcouru. Si ça se trouve, c'est la deuxième terre sur laquelle il est venu. Donc voilà, parce que ça me paraît bizarre que sur aucune des terres où il soit allé, personne n'est confronté comme ça. Donc si ça se trouve, c'est la deuxième ou la troisième terre où il vient. Donc le fait de dire que c'est le premier à l'avoir fait, c'est-à-dire voilà, si t'es le premier à l'avoir fait alors qu'il y en a que 2 qui ont essayé, comment dire, c'est pas très glorieux non plus. Mais bon, il y a plein de détails qu'on sait pas, qu'on découvrira, j'imagine, enfin j'espère. Sinon, je vais aborder le truc le plus débile peut-être à mon sens. Je pense que c'est assez évident. Hein. Je vais pas y passer longtemps parce que voilà, c'est Flash qui dit pour arrêter Digan, il faut arrêter le temps. Très bien. Moi, j'ai pensé Flash Time. En Flash Time, il peut se déplacer à une vitesse telle que le temps paraît arrêté. Et avec ça, il pourrait récupérer le bouquin. Très bien. Ah non. Supergirl et Flash, on va tourner en sens inverse autour de la planète, là. Et ça va arrêter la rotation de la planète. En plus, il donne une vitesse. Alors ça, c'est très con de donner une vitesse. Il dit un peu au-dessus de Mach 7. 7 fois la vitesse du son. Les records de vitesse, je crois que c'était un drone, on a dépassé Mach 20 de mémoire, donc Mach 7, c'est pas terrible, hein. Et puis en plus visuellement, quand on voit la Terre, c'est pas Mach 7. Hein. Alors je comprends que c'est une référence un peu au Superman de Richard Donner qui fait ça. Donc on va accepter, même si ça n'a aucun sens. Donc voilà, ils arrêtent la rotation de la Terre, ça arrêterait le temps. En acceptant que physiquement ça marche, ce qui est complètement débile, et en plus Flash, il a déjà un pouvoir qui lui permet d'arrêter le temps et de se déplacer. Le problème, c'est que si t'arrêtes le temps, t'arrêtes le temps. Tu peux pas te déplacer dedans. Encore moins ceux qui tournent pour arrêter le temps, ils peuvent pas se déplacer alors qu'ils sont obligés de tourner en même temps pour arrêter le temps. Et d'ailleurs, à la fin, il y a Oliver, on a l'impression qu'il profite du ralentissement temporel, mais ce qui a pas de sens, parce que normalement, Digan et Oliver devraient être ralentis à la même vitesse. Ça n'a pas trop de sens de ralentir le temps à la même vitesse. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ils devraient subir l'un et l'autre le ralentissement autant l'un que l'autre. Et apparemment, Oliver, il le subit moins. Alors, est-ce que c'est peut-être le Monitor qui, justement, l'aide? Je sais pas. Mais ça n'a pas trop de sens. En fait, leur plan en lui-même n'a pas de sens. Surtout que Flash a déjà un pouvoir, le Flash Time, qui lui permet d'arrêter le temps et de se déplacer dedans. Même de se déplacer dedans avec sa vitesse maximale, presque. Donc c'est absurde.
Mais je comprends ce qu'ils veulent faire en fait. Déjà, il y a une référence au Superman de Richard Donner, très bien. Et il y a aussi une référence à la Crisis. C'est un peu ce que je disais. Il y a une autre référence dont je vais parler. Mais là, je pense que c'est uniquement là pour faire référence à la Crisis. Pourquoi? Parce que dans Crisis on Infinite Earths, il y a 2 morts iconiques. La mort de Flash, qui meurt en tournant à grande vitesse autour de la machine de l'Anti-Monitor, qu'on avait déjà vu. C'était pas la machine de l'Anti-Monitor, mais on avait déjà vu ça en fait dans la série Flash. Ou d'ailleurs, c'était pas lui, c'était pas un clone, c'était un clone temporel, ou je sais plus exactement le truc, mais bref. Et normalement, il tourne à grande vitesse autour de la machine, et il tourne à une telle vitesse qu'il meurt. D'ailleurs, ça sera retconné pour dire qu'en fait, il est entré dans la Speed Force, parce qu'il va être ressuscité, évidemment. Mais il est resté mort 20-25 ans. Donc. Et c'est une mort iconique des comics, pour le coup. Et il y a cette idée-là il tourne à si grande vitesse qu'ils vont exploser et mourir. Et Supergirl aussi, c'est une des morts les plus iconiques, avec la couverture où on voit Superman en train de tenir le cadavre de sa cousine. C'est l'une des morts les plus iconiques de la Crisis, qui elle aussi a duré quasiment 20 ans. Je crois qu'elle a été réintroduite en 2001-2002, si ma mémoire est bonne, dans Superman Batman, pas Public Enemies, Superman Batman Apocalypse. Il y a eu un film d'animation d'ailleurs là-dessus, que je conseille, sur Public Enemies et Apocalypse. Et c'est là où on a réintroduit Supergirl comme la cousine de Superman. Il y avait une autre Supergirl entre-temps, mais ça avait rien à voir avec des Kryptoniens. Bref, c'est là pour faire une référence aux comics, mais en tant que tel, pour moi, ça marche pas. Déjà parce que c'est débile, hein, déjà, mais Superman qui remonte dans le temps de Richard Donner aussi, c'est débile, mais c'est pas la même époque aussi. Des trucs débiles dans les années 80, c'est pas la même chose que les trucs débiles dans les années 2000. Voilà. Parce que les pouvoirs de Superman dans les comics aussi, il y a eu des passages où c'était complètement n'importe quoi. Mais là, je pense que c'est surtout là pour faire référence à la Crisis, tandis que Flash, il a déjà des pouvoirs qui lui permettraient de faire ça, en fait. Voilà. Sinon, je pense que j'ai abordé à peu près tout ce que je voulais sur les épisodes. Il y a un petit dernier truc à la fin de Supergirl dont je vais parler. Il y a Superman aussi dont il faut que je parle. Donc à toute fin de Supergirl, là aussi dans le côté référence, il y a le Psycho Pirate. D'ailleurs, quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout ce personnage, quand il le voit dans l'épisode de Hello, il vient d'où ce mec? C'est pourquoi c'est important que la caméra soit sur lui en fait. Pourquoi c'est important de le voir aller récupérer son masque? Parce que c'est une référence. Et même à la toute fin, d'ailleurs à la fin il est dans sa cellule d'Arkham, pourquoi il a son masque? Il me semble qu'il a son masque. Ça fait un petit moment que je les ai vus, mais il me semble bien qu'il a son masque, ce qui n'a pas de sens d'ailleurs en fait. Je sais plus si on le voit le dos, mais je crois qu'il a son masque. Enfin, peu importe, hein, on va dire c'est une petite connerie à la rigueur. Et il sort la phrase iconique de la Crisis qui ouvre d'ailleurs la Crisis: Worlds will live, worlds will die, and the universe will never be the same. D'ailleurs de multiverse, ça serait plutôt de multiverse, mais c'est the universe. Donc ça fait plaisir de la voir, mais quelqu'un qui connaît pas le personnage, il se demande c'est quoi en fait, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là, même d'où il tient ces informations. Alors on peut supposer qu'il tient ces informations de Digan. En même temps, d'où est-ce que Digan tient ces informations-là? Voilà quoi, c'est pas très clair tout ça. Parce que Digan, il avait pas l'air du tout au courant de la menace dont parle le Monitor. Donc pourquoi est-ce que Psycho Pirate serait mieux au courant que lui? Enfin, voilà, c'est là pour la référence, mais en tant que tel, ça marche pas forcément très bien quoi. C'est un petit peu dommage. En même temps, moi, ça me fait plaisir d'avoir cette phrase iconique. Donc voilà, en même temps, je suis content de l'avoir. Après, c'est vrai que le Psycho Pirate, c'est pas l'un des personnages les plus importants. Mais c'est marrant parce que c'est comme ça que finit la Crisis. C'est la dernière page, tout entière, d'ailleurs, de mémoire. Ça se passe dans l'asile d'Arkham avec le Psycho Pirate qui est interné, en camisole de force, dans une cellule capitonnée. Parce qu'il se souvient de tout ce qui s'est passé. Il se souvient de tous les univers. Il se souvient du fait qu'il y avait une infinité d'univers avant et tout. Il se souvient de ce qu'a été la Crisis et du coup, ça l'a rendu fou. Et donc, ça fait référence à cette scène-là aussi. Sinon, il y a le traitement de Superman. Alors, j'ai entendu beaucoup de commentaires d'Américains qui étaient énervés contre ça. Et c'est vrai que Superman sert de faire valoir à Supergirl. Alors certes, quand on a besoin de quelqu'un pour sauver la situation, on fait appel à Superman. Mais très vite, il y a Supergirl qui reprend le dessus. Et à la fin, là où beaucoup de gens ont été énervés, et je peux comprendre, c'est quand il dit à Supergirl que quand on a une Supergirl, on n'a pas besoin d'un Superman.
Et non. Alors déjà parce que même dans les comics, c'est pas parce qu'ils ont les mêmes pouvoirs que c'est les mêmes personnages. C'est pas du tout les mêmes personnages. Donc déjà rien que ça, voilà, c'est comme les Green Lantern. C'est pas parce que t'as un Green Lantern que t'en as pas besoin d'un deuxième. Et on a un corps tout entier. Chaque Green Lantern est différent, même s'ils ont des pouvoirs similaires. Là, pareil, c'est pas le même personnage. Mais moi, j'ai pris du recul par rapport à ça. Pour moi, c'est plutôt le fait que ils ne peuvent pas avoir Superman dans la série Supergirl, surtout pas en ce moment, puisque là, il y a des intrigues politiques et tout. Il y a aussi la Red Daughter qui va intervenir. Donc voilà. Avant, ils avaient justifié que Superman n'était pas là parce qu'il était sur Argo. Là, il faut justifier que Superman n'est toujours pas là. Et du coup, il est pas là parce qu'il veut avoir une famille avec Lois. Et par contre, il y a quelque chose d'intéressant. Je suis pas sûr de moi, mais à la toute fin, on voit Superman qui est un peu dans le vague. Et Lois qui le rappelle à l'ordre et oui. Et comme c'est lui qui a ouvert le livre, qui a utilisé le livre, je me demande si justement il aurait pas vu quelque chose. Parce que de façon un peu magique, scénaristique, on va dire, il a vu que Supergirl et Flash allaient mourir s'ils faisaient leur plan débile qui avait aucune chance de marcher, mais qui a marché parce que ta gueule, ça marche, voilà. Ta gueule, c'est scientifique, ta gueule, c'est magique, ta gueule, tout ce que tu veux. Ta gueule, c'est comics. Et je pense que peut-être ce regard perdu dans le vague, c'est peut-être qu'il a vu quelque chose. Je sais pas, on verra, mais en fait, le simple fait que cette scène existe, la scène avec Superman et Lois, alors oui, c'est pour montrer qu'il fait sa demande à Lois, mais pourquoi est-ce qu'on nous montre la scène à partir de ce moment-là? C'est ça, pourquoi est-ce qu'on nous montre la scène au moment où il regarde dans le vague? Telle qu'elle est positionnée, pour moi, c'est une scène qui est censée ouvrir sur le crossover suivant. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Sinon, je vais terminer sur ce que j'attends un petit peu du crossover suivant. Ce que j'espère, moi, c'est que entre les deux crossovers, ils vont utiliser la fin de la saison et le début de la saison suivante pour préparer leur crossover. Parce que là, déjà, ils ont pensé à le préparer avec celui-ci. C'est très bien parce que adapter la Crisis, moi, je suis vraiment heureux qu'ils le fassent. Mais c'est casse-gueule, hein, parce que c'est vraiment un événement. Déjà, c'est l'un des événements majeurs des comics en général, puisqu'il a posé quand même les bases. C'est pas le premier événement, mais c'est celui-ci qui a vraiment posé les bases de ce que sont les événements de comics. C'est-à-dire, il y a un arc majeur. En l'occurrence, la Crisis, c'était 12 numéros. Et il y a des tie-ins, donc c'est-à-dire des choses qui se passent simultanément dans les autres séries, qui sont pas essentielles à lire pour comprendre ce qui se passe, mais qui font que le crossover s'étend justement sur plein de séries en même temps. Et en l'occurrence, Crisis, il me semble, ça avait eu au moins une centaine de tie-ins, parce que c'était vraiment dans toutes les séries qui sortaient au moment de la Crisis. Donc c'est vraiment un événement gigantesque. Et pour le coup, voilà, c'est en termes de publication, il est à la hauteur des ambitions qu'ils avaient. Donc là, certes, ils ont plusieurs séries, ils en rajoutent une avec Batwoman si elle se fait bien, j'espère. Du coup, ils ont quand même un panel, mais ils ont pas énormément de terres parallèles, notamment. On a introduit une nouvelle terre parallèle avec 90, bon, peut-être la Terre X qu'ils peuvent réutiliser. Il y a la Terre 2, il y a la Terre Supergirl, ils peuvent peut-être en introduire d'autres en attendant. Ce que j'attends, c'est qu'ils jalonnent un petit peu, en fait, pas forcément tous les épisodes, mais de temps en temps, et que les personnages se posent des questions aussi, parce qu'ils savent qu'il y a une menace qui arrive. Donc, ça serait bien qu'ils se posent de temps en temps des questions, ou juste même de temps en temps qu'on ait des flashs peut-être sur d'autres terres qui sont attaquées. Comme on a eu à la fin des épisodes, on a vu une terre qui est attaquée. On pourrait faire ça aussi dans d'autres épisodes, pourquoi pas. Il y a même des questions que normalement le Elseworld devrait leur poser. Je pense à Oliver, qui a vu Diaz. Dans son Elseworlds, il a vu Diaz. Donc, est-ce que ça va être traité? Est-ce qu'Oliver va se poser la question, est-ce qu'il est bien en vie? Parce qu'il l'a vu dans son Elseworlds, donc moi ça me paraît très logique. Si tu volontairement, tu mets un personnage comme Diaz face à Oliver dans un Elseworld, en plus juste pour une toute petite scène, soit c'est pour un clin d'œil, du coup c'est pas très intéressant, soit c'est parce que t'as une idée derrière la tête. Et moi, je verrais bien que c'est Oliver qui se pose la question, du coup, est-ce que Diaz est vivant? Parce que moi, je suis parti du principe qu'Oliver est convaincu qu'il est mort. Après, je me trompe peut-être qu'Oliver sait qu'il est vivant. Mais, vu tel que ça a été présenté, je ne le crois pas, donc. Est-ce que Oliver va se poser la question? Est-ce que les équipes Arrow et Flash vont se poser la question? Est-ce que, sur la Terre de Supergirl aussi, il va y avoir des trucs? En plus, est-ce que Superman a vu quelque chose? Donc, il pourrait peut-être en parler à Supergirl?
Donc voilà, il y a plein de possibilités de préparer le crossover, parce que le problème qui pour moi est un peu évident en fait, ça va être le temps. Le problème du temps. Est-ce qu'ils vont prendre plus de temps? 3 épisodes, c'était juste pour préparer, pour faire la vraie Crisis. À mon sens, il faudrait au moins 4 épisodes déjà. Donc même 5 épisodes s'ils prennent les Legends, ça ferait toutes les... Je considère que Batwoman sera sorti. On sait pas, mais je considère que Batwoman sera sorti. Ça a l'air d'être sur une bonne voie. Ils ont choisi l'actrice, ils ont commandé le pilote. Je pense que voilà, ils ont fait un épisode entier consacré un peu à la promo. D'ailleurs, justement, il y a peut-être un petit peu trop de promo de Batwoman par rapport au crossover que ce qui serait nécessaire, mais bon, voilà. Donc 5 séries, ça ferait quand même 5 épisodes, ça fait pas 5 heures exactement vu que c'est 40 minutes, mais voilà, à peu près 4 heures, un peu moins de 4 heures peut-être. Ouais, un peu moins de 4 heures. C'est pas mal, mais s'ils ont préparé en amont pas mal d'éléments justement qui ne seraient donc plus à introduire, et je pense tel que c'est fait, j'ai l'impression qu'ils y ont vraiment pensé. Et d'ailleurs, justement dans les comics, la Crisis, ils y ont vraiment pensé, vu qu'ils ont introduit le Monitor avant la Crisis et tout, donc c'était quelque chose qui avait été réfléchi avant. Là, j'ai l'impression aussi que c'était réfléchi avant, donc j'attends de voir, mais du coup, je suis plutôt confiant. Parce que, voilà, comme ils ont l'air d'avoir préparé leur truc, je suis plutôt confiant. Là, j'ai eu quelques défauts, surtout vers la fin. Surtout l'épisode Supergirl, qui pour moi est le plus faible. Parce que il y a trop de concentration sur Alex Kara, qui sert vraiment à rien. Et la partie Elseworld, qui aurait pu être intéressante, elle est dégagée très vite. Parce qu'on doit switcher sur le combat de Superman. Donc voilà, pareil, c'est un problème de temps, je pense, essentiellement. S'ils avaient eu plus de temps, peut-être que ça aurait été mieux que ça. Mais globalement, je suis quand même très content de ce que j'ai vu. Je vois que j'ai parlé pas mal, donc sur ce, au revoir.